Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Et on commence donc tout de suite aujourd'hui avec Céline de la maison Mastrorelli. Après plusieurs années de recherche et de frustration, Céline tombe sous le charme de cette bâtisse qui l'appelle et lui parle, quelque chose d'indescriptible malgré qu'elle ne coche pas toutes les cases comme on dit. Et lorsqu'elle se lance dans cette rénovation dans l'arrière-pays cannois début 2020, elle ne se doute pas qu'arrive devant elle quelques confinements et la découverte d'imprévus qui vont ralentir son chantier. Céline se projette tout de suite et le style de la demeure aux portes anciennes et truffées de niches se prête merveilleusement au décor méditerranéen qu'elle lui inspire. Matériaux naturels avec ses tomates et enduits à la chaux, couleurs sobres, chaleureuses et lumineuses, mais aussi touches d'artisanat. Tout inspire la sérénité et invite à ne rien faire comme elle aime le suggérer à ses invités. Céline aime recevoir et de fil en aiguille, la rencontre avec cette ancienne auberge lui a soufflé un nouveau départ. Le projet de gîte s'est transformé et elle offre désormais également la possibilité de se restaurer de ces mets délicieux aux couleurs de la Méditerranée, bien sûr. On se retrouve donc sur Instagram pour découvrir les images de ce lieu incroyable, mais aussi sur maisonmastrorelli.com. Belle écoute! Bonjour Céline, je suis super heureuse de me retrouver aujourd'hui avec toi sur les clés de la réno pour lancer officiellement cette série Summer Vibes, donc une série d'interviews consacrées à ceux qui se sont lancés dans la rénovation de lieux au charme incroyable et dans l'objectif de devenir des hôtes. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de venir nous raconter donc l'histoire de ta réno, une réno qui sent bon le sud et le soleil méditerranéen. Donc c'est la maison Mastrorelli, un lieu qui dégage beaucoup de sérénité et d'envie de convivialité. Et donc avec cette maison, on se situe en Provence, entre les pins et les collines, dans l'arrière-pays cannois. Mais tu vas nous raconter tout ça. Mais avant ça, comme avec chaque invité, je vais te demander de te présenter en quelques mots pour commencer, pour ceux qui nous écoutent et qui éventuellement ne te connaissent pas encore. Peux-tu nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer donc? Eh bien, merci déjà Alison de m'avoir invitée. C'est un plaisir de partager ça et de revenir un petit peu sur l'histoire de la maison et de sa rénovation. Donc, je suis Céline. Je suis aubergiste, je suis la propriétaire de la maison Mastrorelli et voilà, et j'ai le doux plaisir de faire un métier dont j'ai pas l'impression, avec lequel j'ai pas vraiment l'impression de travailler parce que c'est un bonheur à chaque jour. Voilà, je fournis le gîte, le couvert et je fais en sorte, en tout cas j'essaye, de faire passer un agréable moment à tous mes hôtes. Voilà. Très bien, j'aime bien, tu dis aubergiste, c'est rare qu'on s'appelle encore aubergiste de nos jours. Eh bien, parce que la part du couvert, comme je disais, est très importante quand même dans l'activité. C'est pas que le gîte. Ouais. Je sais pas si tu connais l'expression, enfin tout le monde connaît plus ou moins l'expression qui d'ordine, qu'on a ensuite interprétée sur d'autres significations, mais à l'origine c'est la phrase des aubergistes qui disait voilà si tu viens dors, dormir, tu peux manger. Et c'est vraiment, je pense, la définition de mon métier. Voilà, aubergiste, puis il y a un côté aubergine aussi qui me plaît. Ça sent le sud. Voilà, c'est ça vrai. sent chez moi. C'est vrai.
Et alors, dis-nous un peu, raconte-nous comment cette maison Mastrorélie donc est arrivée jusqu'à toi. Bon, déjà, il faut savoir que c'est une reconversion. Je faisais pas ça avant, c'était pas du tout mon métier. Et l'envie enfin, en tout cas, le plaisir d'accueillir des amis, de la famille, de leur faire à manger à la maison a toujours été présente. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me tenait toujours très à cœur. Euh, et quand il a fallu, eh bien, à un moment donné, enfin, quand j'ai eu envie de changer de vie, je me suis dit que avoir une maison pouvait permettre d'avoir une palette d'activités à l'intérieur au sein d'un établissement qui pourrait éventuellement me convenir et j'imaginais pas encore à l'époque comment enfin à quel point les activités pouvaient être variées au sein d'une maison. Donc eh bien je me suis lancée à la recherche de cette maison. J'ai mis un temps fou à la trouver. C'est-à-dire, Voilà, quand tu nous dis un temps 3 ans. fou? 3 ans. 3 ans. Ouais, ouais. 3 ans d'épreuves, parfois de baissage de bras. Hein. Ouais, On baisse les bras, on se dit je vais jamais y arriver, j'ai pas le budget, j'ai pas les crédits, l'offre tient pas, la maison ne convient pas. Il y a tellement de critères pour arriver à trouver la bonne maison, la bonne maison qui sera le partenaire principal de l'activité. mmh. Hein. C'est donc c'est une relation de couple quasiment avec une maison. Donc c'est toujours difficile de trouver la perle rare. Voilà. Bah, justement, c'était quoi un peu tes critères? Qu'est-ce sur quoi tu étais, Eh ben exigeante? Ouais. voilà. Alors je voulais absolument de l'ancien. Je voulais pas du tout une maison récente. Je voulais une maison qui ait déjà une histoire, qui ait de la pierre, qui soit dans l'ADN de ma Côte d'Azur, qui soit représentative voilà, de la pierre, une âme, une histoire. Mais après, il y a plein de cases que j'avais cochées sur les recherches d'agences immobilières et que j'ai pas trouvé. Déjà parce que il y a des choses qui ne peuvent pas se cocher. Euh, Moi, je voulais effectivement euh, que ce soit un peu perdu dans la pampa. Tu vois, je voulais que ce soit isolé, qu'il y ait pas de voisins, etc. Bon, sur la Côte d'Azur, c'est compliqué quand même. C'est Hein. sûr. C'est pas une région où la pampa est très fréquente. C'est vrai. Voilà. Ou alors, faut rajouter beaucoup de zéros à la suite du prix de la maison. Mais il y a eu encore une fois, comme avec comme quand on rencontre quelqu'un, il y a ce qu'on recherche à la base, et puis il y a le jour où on la rencontre et on se dit ok c'est elle, parce que comme je disais, il y a des choses qui peuvent pas se cocher, et ce qui peut pas se cocher dans les critères d'une recherche d'annonce immobilière, c'est est-ce que je me sens bien dans cette maison ou est-ce que je me sens pas bien. Voilà, cette case-là, ce ressenti, il ne s'explique pas, on peut pas le savoir à l'avance, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas mis un pied dans l'endroit. Voilà. Et puis en plus, ça dépend de chacun. Mmh. C'est Voilà. vrai. Et du coup, tu t'es retrouvée à visiter des lieux qui, sur le papier, cochaient toutes les cases, mais une fois que tu étais dedans, le feeling n'y était pas. Ouais. Ça, ou alors des maisons qui n'avaient pas la bonne structure. Et ça, la structure, c'est très important quand on veut faire de l'hébergement. C'est que c'est pas seulement une question de taille de la maison, de surface de la maison, c'est une question de structure de bâtiment. Il faut quand même qu'il y ait la possibilité de faire des zones privées, des zones communes. Ça, il faut prendre en compte aussi des critères comme les places de parking suffisantes. Mm. Il faut prendre aussi en compte la possibilité ou pas de faire une exploitation commerciale parce qu'il y a des PLU qui l'interdisent. Ouais. Bien se Euh, renseigner effectivement avant aussi sur les PLU de chaque zone. Tout à fait. Mm. Et donc, voilà, toutes ces choses qui font que parfois, quand je reviens toujours à ma métaphore de la rencontre de la personne, du partenaire idéal, mais parfois c'est un coup de foudre et c'est à la première rencontre et au premier rendez-vous. Et puis parfois, on met du temps à trouver le bon partenaire. Et voilà. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de règle.
c'est pas parce que tout prend du temps ou tout est parfois un peu laborieux que c'est la mauvaise voie. Voilà, il faut pas se décourager si on n'a pas d'autre choix que, enfin, ou en tout cas, oui, pas la possibilité. On ne peut faire que ça. Si c'est vraiment notre vocation, ça va se faire. Voilà. Ouais, c'est un beau message, effectivement, d'encouragement, parce que c'est vrai que ça peut être très démotivant. Moi, je suis en plein dans la recherche de ma prochaine réno. Ça fait des mois et des mois qu'on cherche, qu'on vit des ascenseurs émotionnels perpétuels quand on tombe éventuellement sur une perle qui pourrait, puis en fait, non, ça ne se fait pas. Et c'est vrai que quand ça s'éternise, on peut vite effectivement baisser les bras. Donc mais comme tout Oui, projet, je pense qu'effectivement, il faut comme réussir à patienter et à passer au-delà de la frustration. Et c'est ça qui est compliqué, mais qui fait que comme l'aventure est belle aussi au bout du compte. exactement. Et puis, il faut pas non plus se laisser décourager par les success stories qu'on peut voir partout. Avec voilà, oh là là, la première fois que j'ai visité cette maison, ça a été le coup de cœur. Tout de suite, il y a eu. On se dit mais pourquoi pas moi? Il y a un sentiment immédiat de mise en échec par rapport à parfois la facilité et la réussite des autres. Et il faut pas se comparer parce que chaque histoire est unique et qu'il n'y a pas de règles. Voilà. Le succès peut être au rendez-vous à la première visite, à la première maison. Tout peut s'enchaîner très vite et c'est un succès, comme tout peut s'enchaîner très lentement et c'est un succès aussi. Et l'inverse est aussi valable. C'est la première maison, on l'achète, tout se passe bien et en fait c'est un enfer. C'est ça. Voilà. En fait, tous les cas de figure existent et il faut juste trouver le sien. Tout à fait. Et alors, raconte-nous un peu la rencontre avec cette Mhm. maison, au final. Eh bien, je suis arrivée devant en voiture d'abord et il faut savoir qu'elle est pas très loin de la route. Donc on la voit depuis la route. Moi, je me suis dit, oh là là, mais non, non, je voulais quelque chose de plus, Reculer. voilà, plus reculé. Et j'étais avec mon père en voiture. Il me dit, écoute, on est là, on rentre. Maintenant qu'on est là, allons la voir. Et là, je suis rentrée. J'ai fait le tour du jardin et je suis rentrée dans ce qui allait devenir la salle à manger, qui était déjà la salle à manger. Et là, j'ai ressenti, mais un bien-être, j'avais déjà oublié que je venais de cette route qui était juste en face. Je l'avais oublié en l'espace de quelques mètres. Parce qu'il y a une sorte, on rentre dans une bulle. C'est assez incroyable, de tout s'oublie. Le voisinage qui est là, ou la route à côté. À un moment donné, je suis rentrée dans cette maison et tout me paraissait évident, c'est-à-dire que tout de suite, j'ai eu des images de projection. C'est ouais, on se dit ok, je m'y vois, je vois ce que je vais en faire. Euh, j'ai la vision qui arrive, comme une sorte de, c'est comme si j'avais eu à ce moment-là des lunettes de réalité augmentée qui me permettaient de scanner, tu vois, toutes les parties de la maison en voyant directement comment ça allait devenir. Et euh, très rapidement, plus tard, bon là aussi, hein, ça n'avait pas été simple. On a galéré pour avoir le crédit. La banque mettait un temps fou. Bref, les propriétaires vraiment se commençaient à s'impatienter. Là encore, ça n'a pas été non plus de toute facilité. Mais pendant tout ce temps-là, moi, tout de suite, j'ai fait le mood board, c'est-à-dire que je suis allée avec mes souvenirs et les photos que j'avais prises de la maison existante. Je suis allée chercher faire un carnet de tendances, d'influences pour concrétiser ça, pour concrétiser un petit peu plus l'image que je m'en faisais et l'esprit que je voulais qu'elle ait. Alors, esprit que la maison elle-même m'a soufflé, c'est-à-dire que c'est la maison qui m'a inspiré sa propre rénovation. Je n'ai pas inventé ou je n'ai pas je lui ai pas donné un style qu'elle ne pouvait pas avoir. Je ne serais pas permise de lui mettre des choses bourgeoises dans cette maison rustique. C'est elle qui m'a soufflé la Qu'elle avait envie décoration. que tu fasses d'elle.
Oui, ce qu'elle avait déjà comme Ouais. potentiel. Ce qu'elle avait déjà comme potentiel. C'est comme quand vous allez chez un bon coiffeur, si vous avez, enfin, il va tenir compte de la forme de votre visage pour trouver la coupe adaptée. Hein, on va pas, c'est ça un bon coiffeur, c'est ça un bon styliste. Mm. Et ben en décoration ou en aménagement, c'est pareil. Il y avait déjà, moi ce qui m'a beaucoup plu dans cette maison, il y a deux choses importantes, c'est que les matériaux existants n'avaient pas tous pas trop été touchés. On avait encore de la vieille tomate, et ça c'est merveilleux. On avait de très vieilles portes. Et puis évidemment ces murs en pierre, qui avaient en plus été un petit peu réparés au fil du temps, qui ça marquait un peu les cicatrices et c'était beau aussi. Voilà, c'est joli de voir les rides d'une maison. Euh, donc le mood board que j'ai fait aujourd'hui, quand je vois la réalisation de la maison, j'étais vraiment pas loin. En fait, il est assez conforme. Hein. Mm. Il est assez conforme. Voilà. Mais encore une fois, la maison a fait beaucoup de la partie du travail, hein, une grande partie du travail. Ouais. Mais c'est bien que tu le soulignes parce qu'effectivement, on peut avoir tendance à effectivement, enfin, à projeter des choses, des idées, des tendances même, parce qu'on est assailli par des images et pas forcément, enfin, et à se laisser un peu déborder par ça sans forcément faire attention à l'identité de la maison elle-même, à son style, à son âme Ouais, et ça c'est quand même quelque chose que effectivement je répète souvent et qui est aussi à mon sens extrêmement important. C'est une rencontre, comme tu l'as dit, oui, tu rencontres un partenaire quoi. T'as tes goûts, tes oui, envies, tes idées, mais la maison elle a aussi les siennes et il faut réussir à trouver un compromis, à créer quelque chose, une émulation entre les deux, entre les habitants et le lieu quoi. oui, exactement, exactement. Et du coup c'est un lieu qui était déjà un lieu d'hébergement auparavant. C'était Alors, ça l'était, et ça je le savais pas, à l'origine. En fait, moi, quand j'ai acheté, c'était une maison de famille. Mhm. Donc non, elle n'était pas en exploitation depuis énormément d'années. Et j'ai compris que qu'elle était une auberge avant, au tout début, à sa création, au moment où j'ai fait les travaux et que j'ai trouvé une plaque en pierre derrière les buissons Ah, cachés. génial. Voilà. J'ai trouvé en fait une très vieille plaque, donc qui date vraiment, je pense, de la création, de la construction de la maison. La maison, elle a presque 300 ans. Hein. Ok. Euh, et, euh, et j'ai trouvé une plaque en pierre où c'était gravé Auberge J.B. Lotier, qui est le nom du propriétaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé la maison avec mon nom, parce que c'est apparemment, je me suis dit, bon, ok, c'est la tradition. Ah oui, d'accord, on Voilà. comprend mieux. Parce que Voilà, parce que la maison n'avait pas de nom, ce qui est assez, mais vraiment extrêmement rare. Hein. Et elle avait que le numéro de la rue, elle avait pas de ouais, nom. oui, Donc c'est voilà, ça m'a laissé la place pour. Je ne me serais jamais permise de la débaptiser, mais comme elle n'était pas nommée, et ben voilà. c'était l'occasion. Et Oui, elle est grande. Dis-nous un peu. elle, elle fait 250 mètres carrés Ouais. et le jardin fait 2000 mètres carrés à peu près, voilà. Donc suffisant. Ouais, oui, c'est suffisant. Je dirais que c'est Mm. suffisant. Après. Euh, Quand on a un jardin qu'on voit à 360, c'est même encore plus, euh, ça donne encore plus de travail que si on a des hectares d'oliviers. Parce qu'à un moment donné, on va pas, tu vois ce que je veux dire? Là, tous les 2000 mètres carrés, il faut les entretenir, Bah quoi, oui, vraiment c'est à sûr. tous les niveaux. Voilà. Donc oui, Mm. C'est très bien. Je pense, la taille qui me convient en tout cas. Et donc, t'as combien de chambres au final? Alors au final, j'ai 5 chambres, mais j'ai 5 chambres quand je loue la maison en entier, hein, parce qu'il faut savoir que la maison, elle a 2 formules, entre autres. Elle a une formule où on loue qu'une chambre, une formule chambre d'hôte. Vous louez une chambre, je reste sur place et vous avez le petit déjeuner qui est compris. Et vous pouvez évidemment manger à tous les autres repas. Et la formule privatisation, où là, entre juin et septembre, déjà, c'est uniquement de la privatisation. Je fais plus trop les chambres d'hôtes. Et là, vous louez totalement la maison, entre amis, en famille. Je suis pas dedans. Et je viens, si vous le souhaitez, vous faire des repas à la carte. Voilà. Mhm. Donc, quand la maison est louée entièrement, les personnes ont 5 chambres à leur disposition, soit 10 couchages. Et quand vous êtes en chambre d'hôte, il y a 3 chambres d'hôte, dont une quadruple, ce qui fait
6 à 8 personnes, 8 couchages sur place puisque je dors sur place. D'accord. J'occupe une chambre. Ouais. Très bien. Et alors, tu as commencé un peu à nous dire, mais à quoi est-ce qu'elle ressemblait quand tu l'as achetée? Ah, je dirais qu'elle avait des choses typiques de l'architecture déjà d'ici. Elle avait déjà des débuts de niches d'origine, parce que les niches, tu vois un petit peu toutes ces niches qui reviennent Oui. tendance. Mais c'est quelque chose que nous, dans les années 70-80, on avait beaucoup par ici et qui était déjà et qui était encore un petit peu là. Alors je les ai refaçonnées, mais je n'ai pas et certaines j'en ai créé certaines, mais elle avait déjà ces niches là qui sont typiques du bassin méditerranéen qu'on peut voir effectivement dans tout le pourtour, que ce soit en Italie, en Grèce, voilà. Donc elle avait déjà un petit peu ça. Elle était dans son jus et j'ai eu la chance que les propriétaires précédents n'aient pas fait de mauvaises rénovations. Parce que c'est toujours un peu le risque quand on veut acheter une maison ancienne, c'est que parfois il peut y avoir une mauvaise rénovation des années 90 ou 2000 qui soit passée par là et qui est enlevée exactement. D'origine. Voilà. C'était pas le cas. C'était pas le cas. C'était pas le Tu avais cas. encore Et beaucoup d'éléments anciens. oui, j'avais encore la chance d'avoir des éléments anciens et surtout, j'ai réalisé la chance que j'avais qu'à l'origine, elle soit une auberge et donc qu'elle ait un accès direct aux chambres, donc la structure quelque part, qui soit propice à l'accueil de chambres d'hôtes. Quand tu dis un accès direct aux chambres, c'est que chaque chambre a un accès indépendant? Non, c'est-à-dire, alors ça oui, évidemment, mais dans la porte, quand tu passes la porte principale, tu es directement dans la cage d'escalier qui t'emmène à la chambre où tu loges. Tu n'es pas, si tu as envie de croiser du monde, tu peux. Si tu n'as pas envie, tu vas directement à ta chambre, comme je dirais comme un hall d'hôtel sans passer par la case réception. Oui. Tu vois, voilà. D'accord. Voilà, c'est plus ça. Ok. Et alors, une fois l'acquisition réalisée, côté travaux, enfin justement, est-ce que tu as l'air de dire que finalement, elle était quand même très bien faite structurellement? Est-ce que tu as engagé des grosses modifications ou pas vraiment parce que finalement, tu n'avais pas vraiment le besoin? Alors, j'ai cassé quelques cloisons, j'ai mis des salles de bain dans toutes les chambres, chose qu'il n'y avait pas. J'ai installé la clim parce que voilà, on habite une région où c'est un peu très très chaud en été. Donc ça, il y a dû avoir toilette, salle de bain dans toutes les chambres, c'était impératif. Et puis surtout, une fois que j'ai acheté la maison, on s'est aperçu que les poutres, la charpente, ne tenaient plus. Donc là, j'avais le choix vite vu, de faire des travaux qui coûtent quand même beaucoup d'argent avec une charpente qui tienne pas plus de 10 ans, ou alors vraiment tout refaire, toit, charpente. Et donc j'ai tout refait. Oui. Ce qui a été, et oui, l'occasion, mais très problématique. J'imagine que le budget, c'est ça. J'imagine que le budget, moi j'ai perdu quand même, bon, pas mal. Enfin, c'est pas de l'argent perdu, mais j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai eu la maison j'ai eu les clés de la maison en février 2020. Et j'étais censée ouvrir pour l'été 2020. Il y avait que entre guillemets 4-5 mois de travaux. Ouais, bon, tu t'es pris un confinement là, carrément. Voilà. Forcément, Sauf déjà. que je me suis pris j'ai commencé les travaux en mars, donc le premier jour pile du confinement. Et je me suis pris donc effectivement le confinement, mais je me suis pris aussi des délais de travaux supplémentaires à cause du toit. Parce que la toiture, la charpente, il faut avoir les gars disponibles. On s'en aperçoit le jour où on récupère à peu près la maison. Donc, on peut pas commencer trop les travaux si on n'a pas le toit. Les gars du toit peuvent pas travailler quand il pleut. Là, on est en hiver. Donc, tu imagines bien que ça pleut pas mal. Enfin, même sur la Côte d'Azur. Donc, ça nous a mis bien 4 mois de délai dans la vue.
Mmh. Et puis, il faut demander un prêt supplémentaire. Parce que, Oui, ok, c'était pas prévu. Donc, non, c'était pas prévu. effectivement, C'était pas financièrement, prévu. C'était pas prévu. mmh. Il y a toujours, on le sait, il y a toujours un budget à prévoir de à peu près 20% par rapport d'augmentation par rapport aux travaux prévus. Mais là, on était bien au-dessus des 20%. Bien Ouais. au-dessus. Hein. Ouais. Bah, après oui, effectivement, je pense que le pourcentage à prévoir dépend vraiment du projet dans lequel on s'inscrit, si la maison est vraiment ancienne ou pas, selon la vétusté. Et puis en plus, effectivement, dans le cadre d'une activité professionnelle, tu as tout intérêt à prendre le plus de précautions possible, c'est sûr. Ouais. Mais oui, de toute façon, quand on s'engage dans une rénovation, on est sûr qu'on va avoir à faire face à des imprévus. Et là, quand c'est un gros, enfin, là, on peut dire c'est une grosse tuile, là, pour le coup. Et, Ouais. et ouais, c'est sûr que c'est pas évident à gérer. Et donc, du coup, ils ont tout déposé pour refaire une charpente et une couverture neuve. Ouais, il fallait commander les poutres. Moi, en plus, je les voulais en chaîne. Enfin, voilà. Oui, parce C'est qu'elle très reste long. apparente. Elle reste apparente. Ouais. Et du coup, ça t'a pas gêné, justement, ça, d'avoir avoir affaire à des poutres neuves, toi qui voulais vraiment mettre en avant le caractère ancien. Bah, c'est là où j'ai été un peu difficile. C'est-à-dire que je voulais du chêne brut avec une teinte qui se fonde parfaitement euh, dans le décor. Et au contraire, elles vont encore mieux à la maison que les poutres d'origine. Elles sont très belles. Elles sont D'accord. très belles. Et les poutres anciennes, je les ai gardées quand on a fait la dépose. J'en ai fait le terrain de pétanque, le Ah oui. contour du terrain de pétanque. J'en ai fait des étagères. Hmm. Voilà, j'ai conservé quand même quelques parties de ces poutres-là. Et puis voilà, on a une charpente neuve. Non, c'était un gros chantier. Quand tu vois à un moment donné ta maison sans toit, tu te demandes où, dans quoi tu t'es lancé parce que c'est pas du tout ce qui était prévu, parce que t'es pas du métier. Hmm. Ça faut pas oublier aussi, hein. Moi, c'était mon premier chantier, hein. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, c'est sûr, ça fait peur, ce genre de Mmh. gros travaux. Enfin, Ouais, ouais. Il y a un moment, il faut faut avoir un peu responsabilité. d'inconscience. Bah Une oui, petite, oui, c'est sûr que c'est bien parfois, effectivement, de pas savoir dans quoi on s'embarque, sinon on n'irait pas, hein. C'est ce qu'on se dit mhm. souvent avec la rénovation aussi, hein. Ouais, Et j'entends quand même que du coup, tu as fait faire beaucoup. C'est des artisans. ouais, ouais. Enfin bon, là, sur la charpente et la toiture évidemment, mais même sur Mm. l'ensemble du projet, t'as Oui, oui. as beaucoup fait faire. Moi, oui, oui, moi, je faisais vraiment les bricoles. Je suis pas une grande bricoleuse. Moi, je fais quelques joints, des peintures, mais je suis pas Valérie Damido, quoi. Vraiment, pas du tout. Par contre, non, j'ai fait toute la décoration. Voilà, je me suis occupée de toute la décoration, mais tout le reste a été fait par les artisans, beaucoup par mon père aussi, qui m'a beaucoup aidé. Et puis tous les jours, on était sur le chantier parce que même si on n'est pas du métier, il faut être là. Mmh. Il faut être là tous les jours, tous les jours. Ça, c'est voilà, s'il y a un conseil à donner, il est là. Là, ouais. Être là, être sur le chantier. Ah bah, c'est sûr que ça va très vite. Une fois que c'est lancé, il vaut mieux, regarder, même dans le détail, parce qu'en plus ça se joue souvent, à quelques centimètres. Ouais, 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 Parfois voilà. pas Et grand-chose, hein, mais même c'est pratique pour tout le monde que vous soyez dans le coin pour si les artisans ont une question à vous poser, ça vous le préférez plutôt à gauche, plutôt à droite. Voilà, mmh. c'est vite vu. On perd pas de temps plutôt que de venir une fois par semaine visiter le chantier et dire ah mais non ça je le voulais pas comme ça. Non, je pense que sincèrement quand on se lance dans une rénovation et qu'on a la possibilité parce que les gens, moi je travaillais dans le jardin. Enfin, je me débrouillais avec mon ordi, voilà. Mais j'étais là, Mmh. j'étais là. Et alors combien de temps ça a duré finalement ce chantier? Ça a duré 1 an. 1 an, ouais. 1 an, 7 jours sur 7. Voilà. Et quelque part, ouais, c'est sûr qu'au lieu de 4 mois, ça a duré 1 an. Bon, bah, et puis j'ai ouvert en avril 2021. On était encore en confinement. C'était un deuxième ou troisième, je sais plus. En tout cas, c'était le dernier. C'était le dernier confinement. Et bah finalement, ça s'est pas trop mal passé dans le sens où les gens sont venus se confiner à la maison. Ouais. Ils ont loué la maison entièrement pour pouvoir se confiner en famille, quoi. Donc Mmh. c'était pas mal. Ouais, puis C'était pas mal. j'imagine bien même 1 an de travaux avec
quand même l'ampleur du chantier que tu avais à réaliser et avec ces multiples confinements au milieu, c'est pas tant, hein. Enfin, ça s'est plutôt bien Ouais, passé dans l'ensemble. c'est plutôt pas mal. C'est vrai. Pour moi, ça m'a semblé interminable. Mais oui, c'est plutôt pas mal. Mm. Et alors, on a parlé de ta plus grosse difficulté, je pense, qui était de découvrir ce gros imprévu. Mais si tu avais un bon souvenir de chantier, justement, quelque chose qui t'ait marqué, ce serait quoi? Un bon souvenir. Ah, je crois qu'il y a le moment où j'ai mis l'eau dans la piscine. Il y a une sorte de, tu sais, de cerise sur gâteau. Ouais. J'ai construit la piscine hein, aussi. Elle était pas là, donc ça c'est pareil. J'étais assez pointilleuse sur les pierres que je voulais parce que je ne voulais pas de, euh, comment on appelle ça déjà? Les contours de la piscine, c'est Les margelles. les margelles. Voilà. Je voulais pas de margelles qu'on trouvait dans les magasins de margelles. Donc, je suis allée dans un magasin de pierres, plutôt de pierres anciennes, de pierres de taille. Je voulais trouver, et en fait, j'ai installé des marches d'escalier. Donc, tout est compliqué avec cette piscine parce que les marches d'escalier, elles sont très lourdes, euh, elles sont conséquentes. Et puis, en fait, c'est une carrière, donc tu vas les chercher. Et puis, dans la carrière, même si les margelles sont de la même taille et de la même forme, elles n'ont pas la même couleur selon Oui, l'endroit le de la morceau de la carrière pierre. où ça a été. Donc après, il a fallu les polir pour donner une harmonie, les disposer différemment. Bref, la piscine a été aussi un très 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 gros chantier de prise de tête. Mhm. Et j'avoue que le moment où j'ai allumé l'eau et que je l'ai remplie dans la piscine, de voir ça, c'est ou le premier bain ou le voilà. Après, du coup, c'est pas des souvenirs de chantier, j'ai envie de dire, c'est des souvenirs de fin de chantier. Ouais, bah, ça peut être Fin aussi, de hein. chantier. Ouais, c'est ça. Et les meilleurs souvenirs que je garde du chantier, c'est c'est de voir mon père tous les jours sur place. C'est des souvenirs. Il y a sa marque de fabrique partout dans la maison, quoi. Il y a sa patte. Il était dans les tranchées. Je veux dire, à son âge, c'est incroyable tout ce qu'il a fait, hein, tout ce qu'il a en énergie, tout ce qu'il a donné pour cette maison. Voilà, il y a sa patte qui est partout dans cette maison. Il aime énormément la maison et c'est ça le bon souvenir du chantier. C'est mon père qui me dit, allez, ça va aller. Oui, Allez, puisqu'il ça était va aller. vraiment là du début à la fin, parce que c'est avec lui que tu as visité. Ouais, ouais, Il ouais, était là ouais, sur le chantier. ouais, Ouais, il était vraiment très impliqué. Ouais. 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 Et puis il est toujours, hein, il passe chaque semaine, regarder si tout va bien, s'il y a besoin de réparer quelque chose, de revisser un truc. Voilà, non, il est très, très présent. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et si on parle plutôt du coup ambiance, déco, tu nous as dit effectivement avoir tout pensé toi-même, avoir fait tes Oui, mood boards. C'est quelque chose déjà que tu avais déjà réalisé avant ou c'était un peu une aventure oui, je vais pas mentir. À chaque fois que j'ai visité une maison, et que j'étais intéressée potentiellement de l'acheter, je me suis tout de suite réfugiée à faire des mood boards. Et je t'assure que aucun mood board ne se ressemblait puisque chaque maison est différente. Mm. Euh, Il y a ce qu'on aime et il y a ce que la maison est prête à accueillir. C'est-à-dire que voilà. Hein, donc oui, j'avais déjà fait des mood boards. C'est pas très compliqué Non. dans le sens où, alors moi, comment j'ai fait? Bah, le plus Je suis compliqué, allée. c'est ça, c'est de réussir à saisir l'essence de la maison et comment toi, tu arrives à t'y reconnaître. Oui, et la difficulté, c'est de pas céder aux nouvelles modes qui arrivent en cours de route. C'est-à-dire que vous allez commencer un mood board avec un style, et puis je sais pas, le mood board il a 6 mois, il y a des nouvelles tendances qui sortent, vous venez de voir un truc, ah j'ai envie de ça, mais ça, est-ce que c'est toujours cohérent avec Mm. l'idée initiale? Toujours bien. La difficulté, je pense, d'un mood board réussi, c'est toujours se poser la question, est-ce que l'harmonie est conservée? Est-ce que je dévie pas en cours de route? Est-ce que je me laisse pas influencer par ce qui est à la mode, Ouais, par les tendances, c'est par sûr. les Mm. tendances? Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu voulais créer comme univers? C'était quoi ton fil conducteur un peu?
il y avait de la Méditerranée, il y avait de la Provence, il y avait du blanc, il y avait du serein, il y avait de la sérénité, il y avait, je voulais quelque chose de pas trop chargé. Je voulais quelque chose vraiment de euh, simple, authentique et à la fois chaleureux. Et avec le blanc, c'est parfois compliqué, Ouais. quand tout est blanc, d'avoir quelque chose de chaleureux. Mais et c'est pour ça que j'ai gardé l'aspérité des murs. J'ai très peu de murs lisses. Quand j'ai investi les lieux, la maison, elle avait ces très gros crépis comme ça, frottassés, énormes, qui en plus étaient assez compliqués à enlever. Je n'ai pas voulu de murs lisses par exemple dans la cage d'escalier ou dans le salon. J'ai juste poncé de sorte à ce que le gros du frottassé s'en aille, mais qu'il reste des imperfections, des petites marques. Et en fait, quand on a du blanc avec des aspérités, on a moins ce côté froid. Oui. Et C'est du ça coup, qui va ajouter la chaleur. t'as poncé ces murs qui étaient déjà enduits et après, Ouais. tu les as laissés tels quels ou t'as Bah peinture. voilà, tu t'as repeint dessus Oui, peinture. OK. Et donc, t'as réussi à garder cet aspect imparfait quand même, malgré la peinture. Parce que des fois, ça peut aussi... Ah oui, mais c'est facile de garder l'aspect imparfait, parce Oui, qu'il je y a crois. rien qui est droit dans cette maison. Il y a rien qui est droit. Non, mais c'est vrai. C'est ça penche de tous les côtés. Les murs sont pas. C'est comme ça. Ça aurait été très difficile de la rendre parfaite. Et puis c'était pas le but. Non, C'était pas du c'est tout le sûr. but. Bah, surtout si tu voulais quelque Ouais, chose qui ouais, dégage vraiment du charme et de l'authenticité. Voilà, fallait pas effectivement aller exactement. sur quelque chose de trop lisse. Et cette cheminée en bois sculpté, alors Mm. Elle était là. elle était là. Ouais. Ainsi que la porte que tu vois qui est assez étonnante. Ben, c'était très étonnant de trouver cette porte qui vient d'Afghanistan et qui était déjà là dans cette décoration totalement provençale. Ah, mais là, j'allais te le demander. J'étais Non, elle persuadée était que là. c'était quelque chose que tu avais chiné, Non. intégré. Oui, il y a une grande porte orientale Mm. ancienne qui se marie C'est ça. très bien Elle est d'ailleurs. très vieille. Ouais, elle est très vieille et je pense qu'elle date de l'extension. Euh, je dirais que ça fait minimum 40 ans qu'elle est là. Ah ouais, Mm. d'accord. Donc, c'est deux éléments qui étaient déjà là. Les Ouais. tomates, tu nous l'as dit. Et les tomates. Voilà, c'est les trois choses qui m'ont inspiré le reste de la décoration. Mm. Les tomates, c'est pour ça qu'il y a beaucoup quand même de terracotta sur mes luminaires, parce que ça rappelle un peu les tomates. Parce que ces tomates, même s'il y a un sol blanc, des murs blancs, elles vont apporter la chaleur. Elles vont apporter cette teinte un peu chaleureuse des tomates du sud. Mm. Oui, et puis tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que enfin c'est aussi naturellement lié à un habitat ancien. T'as pas une hauteur sous plafond immense dans certaines Ça pièces. dépend où. Ça dépend où. Voilà. Ça Et dépend où. le Parce que fait d'avoir quand même, je trouve que ça contribue aussi, ça peut contribuer, surtout quand tu vas sur du blanc, t'as peint les poutres en blanc, à créer quand même une forme de cocon. Parfois, avoir une hauteur un peu limité, ça peut contribuer à créer un environnement hyper chaleureux, un peu cosy. aussi. Mais la maison est, par exemple, il y a beaucoup de hauteur sous plafond dans le salon. On est à plus de 3,50 Ouais. mètres. On est à plus de 3,50 mètres. Oui, donc c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'en fait, t'as Ouais, aussi des rythmes différents sur les t'as des hauteurs. respirations. Il y a pas mal de respirations. Euh, donc ouais, c'est vrai qu'il y a un côté protecteur, maternel. Cette Mm. maison a un vrai côté maternel, je trouve. C'est pour ça que tu t'y es senti bien dès le Ouais, départ. ouais. Mm. Elle cajole. Ouais, c'est vrai. Elle donne très envie, en fait, effectivement, d'aller ne rien faire, comme tu dis D'aller ne si rien bien. faire. Oui, ben oui, et d'aller ne rien faire. Et alors, si on parle un peu de cette cuisine verte, qui, Ouais. du coup, dénote justement par rapport au reste de l'ambiance de cette maison. Comment tu l'as pensée? Pourquoi verte? Alors, en fait, Parce qu'en le vert, plus, c'est vraiment. on précise qu'effectivement,
la cuisine, c'est quelque chose qui est, enfin, le fait de cuisiner, c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi. Donc, la cuisine, je pense que tu as vraiment pris beaucoup de cœur à l'imaginer, à la concevoir, à l'aménager. Oui, alors sauf qu'à l'époque, je savais pas du tout que j'allais passer autant de temps dans la cuisine. C'était pas le plan. C'était pas forcément C'était prévu pas comme ça. prévu. D'accord. C'était pas prévu. Mais la cuisine me tient à cœur, évidemment. Alors, la raison, elle est toute simple. C'est que je voulais, à la base, effectivement, qu'elle soit avec des portes en bois, hein, des portes de placard Les en façades. bois, Ouais. des façades, voilà, des façades en bois. Et en fait, chez les cuisinistes aujourd'hui, les bois qui existent sont soit du contreplaqué, imitation bois, soit c'est du bois, mais ça reste du bois récent, qui dénote totalement avec le bois des portes de la maison. Mhm. On aurait eu, là, pour le coup, je pense, une mauvaise rénovation. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une faute de goût. J'ai apporté, hein, j'ai pris mes Des échantillons ouais. de façade que j'ai positionnés à côté de la porte de la cuisine, à côté de... Ça va pas. Ça va pas, ça aurait été il fallait prendre le contre-pied, en fait. Il fallait prendre le contre-pied et non pas essayer, pour le coup, dans cet endroit, de faire une continuité. Et le seul contre-pied que j'ai trouvé, c'est de me dire, on n'arrivera jamais à trouver un bois similaire. On n'était pas parti pour faire ça avec un menuisier. En plus, c'était juste un cuisiniste. Et à un moment donné, le budget aussi fait que il y a des endroits où il faut. J'avais plus clairement l'argent, hein, avec l'histoire des poutres et tout ça. J'avais plus l'argent ni le temps nécessaire pour refaire les planches, passer par un menuisier qui vienne poser les trucs. Faire du Non, sur-mesure, ouais. là, il fallait un cuisiniste et il fallait tirer un peu les prix et que ce soit quand même joli. Donc, j'ai voulu ce vert foncé pour trancher totalement avec le bois, et parce que les volets de la maison étaient déjà un petit peu verts. C'est une couleur qui me tient à cœur. C'est un peu ma couleur, le vert. J'aime beaucoup cette couleur. Et oui, ce foncé que j'avais déjà vu dans les cuisines, finalement. Et attends, parce qu'à la base, je devais même faire un total look vert, c'est-à-dire que je devais faire la peinture sur les murs de la même couleur que les façades. Seul le plan de travail aurait été comme ça, en granit, voilà. Et finalement, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop risqué. Et puis surtout trop sombre. Mais c'était typique de ce vert que je vois des cuisines anglaises. Oui, tout à fait. Voilà. Un vert fauvet un peu. Un vert forêt, voilà, sombre. et un peu sombre. Et j'avoue aimer beaucoup cette atmosphère, même si ça colle pas à l'esprit de la Méditerranée. Mais la façon dont je l'ai faite à la maison, ça lui va pas trop mal. Ouais, ça lui Voilà. va bien. Au C'est contraire, qui crée son originalité, je trouve. Ouais. ouais, voilà. En tout cas, moi, aujourd'hui, je me sens très bien. C'est mon bureau, hein. C'est c'est l'endroit où je passe le plus de temps. Et je me suis pas du tout lassée. Parce qu'il y a ça aussi. Comment on réagit après 4 ans, finalement, 3 ans, à force de voir les choses, il y a des choses qui m'ont lassée et d'autres non. Et ce verre-là ne m'a pas lassée. Du tout. C'est bien. C'est que tu as réussi à effectivement percevoir ce qui faisait partie de tes propres tendances à toi, personnelles. Oui. Et ce plan de travail, un joli plan de travail blanc en pierre, c'est quoi exactement? Dis-nous. Non, c'est de la résine en fait. C'est un simili-pierre. C'est une imitation. Mais D'accord. mais on est sur de la résine. Dekton, t'as tout un Quelque chose comme ça. Silkstone ou quelque chose comme ça. D'accord. C'est ça. Qui est très joli et qui justement, pour le coup, rappelle un peu les teintes méditerranéennes. Enfin, on est sur un blanc beige. Oui, pierre. et puis il fallait aussi quelque chose qui tienne la chaleur, qui soit facile à nettoyer. Il faut le côté utile, enfin pratique. Une cuisine, ça doit être surtout pratique. Oui, là, sur le facile plan à de nettoyer. travail, t'as été vraiment sur la fonctionnalité. Enfin, il fallait que ce soit beau, mais... C'est difficile toujours d'allier
entre le esthétique et pratique. Parfois, c'est la robinetterie, par exemple, c'est un enfer. Trouver une robinetterie qui soit pas que jolie. Bah justement, Voilà. dis-nous. Bah non, j'ai pas trouvé. T'as pas trouvé? Non, Tu non, cherches non, encore? non, non. La mienne est jolie, je trouve. Mais j'ai que des problèmes avec cette Ouais. robinetterie. Hein. Ouais, dans le temps. Ouais, Bah, ou ou alors alors, il faut faut mettre très vraiment cher. Enfin, sur très cette cher. Voilà ce que j'allais dire. Voilà, je pense que Cocoon, par exemple, est une très belle, très bonne marque de robinetterie. Là aussi, à un moment donné, j'avais plus les moyens, donc on a Peut-être pris plus une autre. tard, quand tu changeras. Peut-être. Ouais, voilà, on verra. Mais là, voilà, Et toi qui tranquille. cuisines beaucoup, tu vois, Mhm. je n'ai pu que remarquer que tu n'avais pas réellement de crédence. Tu as décidé d'aller faire une remontée de plan de travail à 15-20 centimètres, peut-être un truc comme ça. Pourquoi et comment ça vit? Bah, ça vit plutôt très bien parce que la peinture est lessivable. Ouais. Donc, quand il y a des projections d'huile de sauce, pof, pof, tu laves on parle bien de la crédence qu'il y a au-dessus du plan de travail et qui Ouais. fait quoi, 15 centimètres, Ouais, quoi. c'est ça. T'as pas effectivement été aller créer une vraie crédence, une vraie remontée avec des carreaux, voilà, une faïence, Non, non, quelque non, non, chose. non, T'as non, vraiment au été sur contraire. juste une remontée identique au plan de travail sur une quinzaine de centimètres, C'est ça. même au-dessus du piano de cuisson. Et surtout, je voulais pas de meubles hauts. Ouais. En fait, elle semble spacieuse parce que les meubles hauts, les meubles en hauteur, euh, prennent de l'espace. Et quand vous dégagez ça, quand tu dégages ça dans une cuisine et t'as que les meubles bas, t'as un sentiment d'agrandissement de la pièce. Mais attention, ça se paye. Ça se paye au prix de manquer de rangement. C'est ça. Bah, quand on a une grande maison et qu'on peut avoir une arrière-cuisine ou d'autres, ou qu'on peut mettre des colonnes à d'autres endroits, peut-être un peu moins visibles. Voilà, ça peut se faire. Mais des fois, Voilà, ça effectivement, peut être une solution. c'est Mais compliqué. là, moi-même avec une arrière-cuisine, si je pouvais rajouter 20 mètres 20 mètres carrés de rangement, je le ferais. Mais allez, c'est pas grave, c'est le prix que je paye et c'est pas grave. Mais je suis contente d'avoir de ne pas avoir de meubles hauts, d'avoir cette vue dégagée où je me sens pas oppressée par les meubles. Et je voulais qu'on parle aussi d'un élément que j'ai vu chez toi qui est pas commun, qui est la baignoire bassin. Comment est-ce que qui doit être dans l'une de tes chambres? Vous avez créé une baignoire en béton, j'imagine, Ouais, coulé une ouais. baignoire. Comment ça s'est passé cette aventure-là? Il y avait déjà une niche au lieu de mettre une baignoire à l'intérieur de cette niche, on l'a creusée, façonnée et je me suis dit, ce serait super d'avoir un truc un peu complètement intégré en fait, utiliser tout l'espace de cette niche pour façonner le bassin, enfin la baignoire. Bon, on a mis du wedgie au sol. Enfin, après ouais, c'est maçonné. Ça ça demande beaucoup de temps de remplissage. Donc c'est vrai qu'elle est pas souvent utilisée et surtout enfin, c'est joli, mais ça fait son côté plus produit. Mais c'est vrai que il y a aussi encore une fois toujours la part De comment praticité. dire, le revers de la médaille de la chose esthétique, c'est que ça consomme beaucoup d'eau et c'est pas terrible, voilà, à plein de raisons, à plein de niveaux, et qu'effectivement faut pas être pressé pour prendre un bain. Ouais. Mais la douche, pour une douche en tout cas, c'est chouette et voilà. Ouais, parce qu'elle fait douche aussi, oui. Elle est dans cette Ah oui, chambre-là, oui, elle est oui, bien utilisée sûr. et pour la douche et pour faire baignoire. Ouais, D'accord. oui, oui, c'est ça. Et elle est du coup elle a été coulée en béton dans des coffrages qui ont été réalisés pour l'occasion, j'imagine, sur C'est mesure. ça. Et ensuite, elle a été recouverte de béton ciré. Non, j'ai l'impression que Non, c'est une résine, c'est du kéracol. du kéracol. Alors ça, je ne connais Ouais. pas, tu vois. Voilà. Alors c'est pas un béton ciré, c'est une variété de béton, c'est une sorte de béton, mais on est dans de la résine. Et j'ai fait toutes mes salles de bain là-dedans. Alors
la différence, la grande différence, c'est que vraiment ça se pose sur n'importe quel sol existant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, que tu as, tu peux avoir un aspect complètement lisse. Ouais. Le béton ciré, c'est plus compliqué. Il y a toujours des aspérités, des machins. Voilà. Moi, je voulais vraiment une uniformité là pour justement contrecarrer avec les murs en pierre. Voilà, Mhm. toujours apporter un peu d'équilibre dans tout ça. Donc, je voulais une finition globale. Je voulais pas de plainte Mhm. au sol. Donc, pas de démarcation entre le mur, le sol, la baignoire, la douche. Je voulais quelque chose de tout uni, qui ne fasse qu'un. Et Et donc pour information, les salles de bain, dans la salle de bain, il y a 3 types de revêtements Kéracol, de la même marque, de la même teinte, mais 3 revêtements. Il y a la résine qui est dans les bacs de douche, qui est vraiment résistante à l'eau. Il y a les peintures résistantes à l'eau qui sont sur les plans de travail, Mhm. et il y a la peinture tout court sur les murs. Ok, donc tu es en train de nous expliquer que dans une même salle de bain, tu as 3 revêtements différents. Enfin, tu as Oui, utilisé 3 revêtements différents selon l'emplacement et du coup les caractéristiques qu'ils devaient avoir, mais en conservant exactement la même teinte. la même teinte, la même marque. Mhm. Mais la résine coûte cher. Enfin, il faut pouvoir enfin, tu peux faire tout en résine, mais déjà il n'y a pas de grand intérêt. Mhm. Les murs n'ont pas besoin d'être en résine. Une peinture suffit. Justement, la marque a prévu ça, c'est-à-dire que euh, d'avoir ce sentiment d'uniformité, tu vois pas du tout la différence entre le moment où la peinture commence et la résine s'arrête. Mhm. Mais oui, c'est 3 matériaux différents avec une seule teinte, une seule marque. Mais du coup, pour pas voir la différence, j'imagine quand même que tes résines qui sont sujettes au contact avec l'eau sont protégées par un vernis, quelque chose. Donc, qui Absolument. doit être mat, incolore, invisible, pour Exactement. effectivement aller dans cette continuité avec la peinture. Oui, Enfin, ou oui, les aspects. c'est le cas. Ok, d'accord, intéressant. Bah, tu vois, je vais aller voir parce que je connaissais pas Mm. ce Kéracol, ça fabricant. s'écrit, ouais, ouais, ça s'écrit KerakO2L. D'accord. Et alors, quelle est ta pièce préférée dans cette maison? Peut-être la cuisine, tout simplement. Ouais, évidemment, j'adore ma cuisine. J'adore, je m'y sens bien. Je m'y sens bien parce que quand je suis au-dessus de l'évier, ce qui est l'emplacement généralement où je me trouve, il y a une fenêtre qui donne sur le jardin. Et ouais, je me sens vraiment très bien. Euh, J'adore ma chambre aussi, celle que j'occupe en bas, la chambre 0. Euh, je la trouve douillette. Elle est toute blanche aussi avec des niches, mais pleine d'aspérités partout. Des tomates aussi au sol, mais c'est la seule qui a les tomates rouges d'origine Mhm. et non pas rosées comme on voit ailleurs. Je me sens très très bien dans ma chambre. Euh, c'est difficile en fait plutôt de me dire dans quel endroit je me sens pas bien. C'est un pari super réussi, ça. Enfin, tu vois, si tu te sens bien dans beaucoup d'endroits et que t'as du mal à choisir, c'est Ouais, que c'est plutôt vraiment. difficile de me dire, ok, où est-ce que je me sens pas bien? J'ai mes repères, je sais où je vais poser mon ordinateur et travailler, je sais où je vais aller me reposer, je sais où je vais aller cuisiner ou dormir. Mais vraiment, peu importe où je me trouve, j'adore aussi ma cuisine d'été. Je vais souvent me poser là, prendre un café parce que elle est abritée. Donc hiver comme été, c'est un coin hors eau, enfin voilà qui est abrité. Non, vraiment, j'adore la table en dessous de la glycine. Euh, Mais justement, parle-nous un peu des extérieurs, parce que on n'en a pas. Bon, enfin, tu nous dis que c'est vraiment des endroits très agréables, le jardin, la cuisine d'été. On n'en a pas encore trop parlé. Euh, Comment t'as imaginé ces espaces extérieurs? Est-ce que tu t'es fait accompagner déjà? Parce que c'est aussi quelque chose de spécifique. Enfin. alors, j'ai fait appel à un architecte pour la construction de la piscine, Mhm. forcément. Mais après, tous les espaces, je les ai conçus euh, et je les voulais variés. En fait, j'ai
faut pas oublier que c'est une maison qui reçoit des personnes qui entre elles ne se connaissent pas forcément. Mhm. Et je voulais plusieurs endroits où qui soient des espaces communs, évidemment. L'espace repas est un espace commun, mais où chacun puisse après faire sa vie, Se poser dans son petit coin. se poser s'ils veulent se poser. Et même, j'ai souvent cette remarque de la part de familles qui louent la maison pendant une semaine en été, par exemple, et qui sont ravis d'avoir pu avoir leur coin, même en famille. Parfois, ça fait du bien d'avoir son endroit à soi. Mm. Et donc, il y a plusieurs spots. Alors, il y a le spot de la cuisine d'été, où là, voilà, c'est un petit salon en fait extérieur abrité avec un barbecue, une table basse et un lavabo en pierre. Euh, Il y a l'espace repas, il y a la table en dessous de la glycine qui, je trouve, elle est propice euh, à l'écriture. Je sais pas pourquoi, je trouve que on se met là derrière l'ordinateur, on rédige des choses, peu importe. Voilà, c'est un peu un endroit de réflexion ou de discussion. Il y a évidemment l'espace transat au bord de la piscine pour le côté relax. En face, vous avez le hamac avec là où c'est côté à deux ou solo, on se fait une petite sieste entre les deux oliviers. Et derrière, il y a ce que on appelle, enfin ce qu'on est deux à appeler la piazzetta. C'est une petite placette où il y a le terrain de pétanque, euh, où il y a euh, où il y a un autre petit salon de jardin. Voilà, c'est un espace très agréable en fin de journée. En fait, et puis il y a évidemment le salon de jardin principal qui est en face de la piscine avec le canapé très confortable. Et là, voilà, c'est plus propice à tout. Mm. Et en fait, la maison, elle est située plein sud. Donc, j'ai essayé d'aménager des espaces qui soient agréables en fonction de la position du soleil ou selon les moments de la journée. Oui, oui. Selon les moments de la journée, on va plus avoir envie de se mettre sur la piazzetta pour bénéficier des dernières lumières de la journée ou le matin se mettre sous la glycine. Voilà, Mm. c'est plus ça, une sorte de, il y a comme une horloge dans les spots, 13h, Ouais. 14h, voilà. Voilà. Et cette cuisine d'été, j'ai remarqué qu'il y avait un joli barbecue, effectivement. Est-ce qu'il était là Mm, mm. ou ouais, c'était déjà là. Ouais. Alors il était pas du tout utilisé. Ça, je te montrerai à la limite les photos avant après. Il y avait pas les niches, il y avait pas la banquette. C'était un débarras. Ils utilisaient pas ça c'était une sorte de garage, des Oui, choses comme c'était ça. sous-exploité, Voilà. quoi. Mm. Existant, mais ça méritait un petit peu Mm. Voilà. Et d'embellissement. donc on a créé le plan de travail, les niches, les banquettes, les assises, les tissus, voilà. T'en as fait une vraie cuisine d'été provençale, Mm, quoi. mm, mm. Très agréable à vivre. Et le mobilier de jardin, j'avais quand même l'impression aussi qu'il pouvait être fait maison. Non, C'est pas le cas. Alors c'est non, mobilier de jardin. Alors je sais pas quelle photo tu as, mais là j'ai changé récemment. Qu'est-ce que c'est dur de bah trouver des canapés de jardin, du mobilier de jardin. Mais quel casse-tête, là ils quel étaient casse-tête. vraiment très beaux justement en bois. On aurait dit un assemblage de tasseaux, de panneaux de bois, quelque chose de très brut. Ouais, alors ils y sont toujours ceux-là, mais je les ai mis dans la Piazzetta. Je vais t'envoyer les nouvelles photos. Et en fait, ils sont jolis, mais je les trouvais pas assez confortables pour vraiment comme on dit, pour chiller. Tu vois, Pour ne rien faire. ça fallait, voilà, pour ça fallait, pour tout ça. Et en fait, j'ai opté pour un canapé, le même que j'ai à l'intérieur, le canapé de chez Bed Philosophie, mais en version outdoor. Et c'est mon meilleur achat, quoi. Mon meilleur investissement parce que il tient mais super bien. C'est que du tissu, hein. On est dans du tissu Ouais. outdoor, vraiment. Moi, le problème pour le salon de jardin, c'est que j'ai pas d'abri, d'accord? Et que surtout, je n'ai pas de saison. Moi, il faut rappeler que je travaille toute l'année et la maison, elle est utilisée beaucoup aussi l'hiver pour les shootings Ouais. en été, que je n'ai pas de zone d'abri pour pouvoir rentrer tous
tous les meubles, le mobilier d'été pendant la période hivernale. Donc tout reste. Faut que ce soit hyper résistant. Donc pour que ce soit résistant, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a le bois. Mais le bois, ça veut dire un vernis tous les ans, ça veut dire que ça pourrit, ça veut dire que ça... Enfin voilà, c'est un entretien immense. Il y a le métal. Le métal, on a vu mieux en termes de confort. Et puis, qui dit métal, dit de toute façon tissu par-dessus et on va avoir le même problème. Donc, j'ai opté pour du tissu tout court, vraiment fait pour l'extérieur. Et pour le moment, j'en suis vraiment ravie parce que j'ai tout ce que je veux. Il y a le côté esthétique du canapé, il y a le côté confortable du vrai canapé, avec en plus de grandes assises larges, profondes. Et il y a le côté, il s'abîme pas pour le moment, il est top. Voilà. Donc merci. Ouais. Merci Berlin Philosophie de faire des choses comme ça. Oui, c'est vrai que c'est une belle marque. Il y a de jolies références notamment, mais sur le outdoor, tu vois, je connaissais pas encore. Je vais aller voir ce qu'ils font effectivement et pour, c'est vrai qu'on a tendance à sous-évaluer. Maintenant, la technicité des tissus outdoor fait qu'on peut faire de très belles choses. Mais se lancer à mettre un canapé en extérieur, on pourrait effectivement avoir une certaine retenue. Et et puis après un retour d'expérience qui nous dit que ça peut le faire. Ouais. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire que quand on fait de l'hébergement ou quand on fait de la restauration extérieure, il faut renouveler. Il faut prévoir dans le budget que tous les 3-4 ans, il faut changer des choses. Faut changer les coussins, faut changer les parasols. C'est normal. Oui. Ça fait partie. Ouais. Dans le cadre ça fait partie des choses. Ouais. Faut le passer en amortissement, quoi. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison, selon toi? Alors, qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison? Pour moi, c'est la somme des expériences qui ont été vécues dedans. C'est l'histoire qu'elle a, toutes les histoires qu'elle a abritées, c'est toutes les personnes qui ont vécu dedans, c'est toutes les personnes qui sont passées, qui ont apporté leur bout de souvenirs, en fait. C'est un contenu de souvenirs et il y a une sorte de balance, d'équilibre qui va se créer au fil des temps et qui s'enrichit tout le temps. Et moi, aujourd'hui, j'ai encore l'impression d'enrichir par la venue de mes hôtes, par l'accueil des stages, par toutes les personnes qui passent et qui passent de bons moments. J'ai l'impression chaque fois de lui apporter des cartouches d'âme supplémentaires. Pas moi directement, mais de la faire vivre comme ça, en accueillant des gens qui eux-mêmes y contribuent. Ils vont apporter chacun à leur tour, ils vont enrichir l'âme de la maison. Et voilà, pour moi, c'est ça l'âme d'une maison, c'est la somme de ces histoires. C'est comme chez personne. Mais après, j'ai un rapport particulier avec ma maison. Moi, je la personnifie beaucoup. Ouais. Pour moi, c'est une personne. Ouais. Pour moi, c'est en général quand on personnifie sa maison, c'est qu'on y tient beaucoup. Enfin, naturellement. Bien sûr. Tu vois. Donc il y a un vrai rapport. C'est ma partenaire principale. Elle a sa part de décision, elle a sa part de réflexion, elle a sa part de veto. Parfois, elle veut pas des trucs que moi je veux. Et tu le sens. Et elle se débrouille pour faire en sorte que ça se fasse pas. Voilà. Et parfois, elle me murmure des choses à l'oreille. Elle me souffle des idées. Voilà. Comme je parlais tout à l'heure de la décoration, c'est elle qui m'a soufflé ce qu'elle avait envie d'avoir. En termes d'activité, c'est pareil. C'est elle qui me donne des idées que j'avais pas forcément à la base dans cette activité. C'est elle qui me les a données. Voilà. Le fait d'ouvrir la table aux personnes qui viennent de l'extérieur aussi, qui dorment pas forcément sur place, tout ça, c'est une sorte de... Et on peut venir déjeuner ou dîner chez toi, même si on n'est pas hébergé. Ça peut arriver, c'est-à-dire que la maison, elle est aussi un restaurant juridiquement. D'accord. Donc, la priorité de l'activité reste chambre d'hôte, hébergement, mais ponctuellement, ça me permet effectivement d'ouvrir la maison à des gens qui viennent que déjeuner, que dîner, selon les dispos de la maison.
je le fais toujours avec plaisir. Bah parce que déjà ça me permet de rencontrer les locaux parce que les personnes locales, enfin qui habitent vraiment à côté, Oui, ils vont pas elles n'ont venir pas dormir. tous forcément le besoin de passer 2 nuits. Surtout qu'en plus la maison normalement c'est 2 nuits minimum. Donc bon, et là en fait en faisant ça de temps en temps ou des stages à la journée, c'est très chouette de pouvoir être aussi un lieu pour la clientèle locale. Mm. Et pas que des personnes. Je suis toujours ravie d'accueillir des touristes et du monde entier, mais je suis vraiment aussi ravie que la maison devienne aussi un lieu pour les locaux où ils vont se dire bah tiens ici on allait là. Mm. Voilà, de faire partie de leurs possibilités, de leurs choix. Euh, voilà. Et comme on reparlait un peu de tes mood boards, justement, si tu devais nous citer des ressources, quelque chose des ressources qui t'ont inspiré pendant que justement tu imaginais l'esprit que tu voulais donner à cette maison, que ce soit vidéo, compte Insta, livre, je ne sais quoi. Est-ce que tu en aurais quelques-uns à partager? Alors, 99% de mes influences c'était Pinterest déjà. Oui. Et avec cette facilité en plus que Pinterest scanne, enfin, la photo qui te plaît et va t'en suggérer des similaires. Oui. Donc en fait, C'est c'est Shadeo. pour moi, ah ouais, c'est pour moi le moyen le plus efficace de trouver, de tomber sur des choses qui nous plaisent. Ensuite, euh, tu vois, quelques comptes Insta. Alors pourtant c'est pas du tout le même style de la maison, mais sur des teintes de peinture, j'ai assez suivi. Attends que je te dise pas, que je n'écorche pas son nom, mais Audrey Fitzjohn, voilà. Bien sûr. Je, C'est vrai, ouais, c'est pas du tout le même style, mais oui, c'est un c'est pas univers du tout aussi le même très style, très assumé, ouais. mais elle a énormément de goût, et puis les conseils qu'elle donne sont beaucoup d'élégance, Mmh. beaucoup. Et tu vois, c'est pas parce qu'on est influent, enfin, c'est pas parce que j'ai suivi ce compte, par exemple, que la maison y ressemble. Il y a Mmh. rien qui ressemble à ce qu'elle a fait. Par contre, dans sa réflexion, dans ses démarches, dans ses petites astuces, euh, dans sa cohérence, elle a une énorme cohérence. Euh, Par exemple, de tout. C'est-à-dire que son physique est cohérent avec ses vêtements, qui sont cohérents avec sa maison, qui sont cohérents avec ses enfants, Ouais, qui sont c'est vrai. cohérents avec sa ville. Avec les Il y a, recettes qu'elle il partage. y a une harmonie de A à Z. Ouais. C'est très beau. C'est une belle DA de vie. Ouais. Voilà, c'est très inspirant. Voilà, j'ai elle qui me vient en tête. Euh, et comme quoi aussi, bah, pour dire que c'est pas parce qu'un conte nous inspire qu'on va faire la même chose. Tout Voilà. à fait. Et même, il y a Après, tout intérêt à pas faire la même chose, justement. et j'ai envie de dire, de toute façon, vous ne pourrez pas faire la même chose. Mmh. Vous ne pourrez pas. Parce que, à matériaux uniques et à, comment dire, conception unique, ce ne sera pas la même maison Mmh. et ce ne sera pas le même propriétaire. Mmh. Donc, quoi qu'il en soit, vous ferez différemment. Il faut pas avoir peur de se faire copier et il ne faut pas non plus avoir peur de vouloir copier parce que euh, il y a toujours, ça transite par une personne Mmh. qui est unique et donc forcément ce qui va en sortir sera unique. Voilà. Tout à fait. On a tous une personnalité à faire passer dans sa déco et le lieu aussi empreinte. Enfin, comme on le disait, c'est un mélange entre Bien nos sûr. idées, nos personnalités, le lieu qu'on rénove. Donc même si Et on puis, s'inspire terriblement d'un univers, finalement, ça sera toujours différent. Ouais. ce sera toujours différent. Et puis, enfin, faut être lucide. On n'invente plus rien. Oui, Tout existe déjà. Et ce qu'on imagine n'est qu'un assemblage oui, de choses déjà existantes. c'est ça. On crée une alchimie, Voilà. une nouvelle alchimie. Ouais. C'est tout. Donc oui, je suis pour l'influence, pour l'inspiration et pour et de l'influence de choses crée vous ferez un assemblage différent. Mm. Voilà. En cuisine, c'est pareil. Oui, c'est vrai.
t'as beau refaire mot pour mot la recette d'un livre, ce sera jamais exactement. Voilà, et il y a toujours, ou même combien de fois, quand c'est notre mère ou notre père qui le fait, c'est pas la même recette. Pourtant, il nous a donné la recette à la lettre, mais non, c'est pas la même. Voilà, et ben c'est pareil, c'est vrai. comme ça. C'est tout à fait vrai. Et alors, pour finir, si tu avais un conseil, le conseil qu'on pourrait retenir à prodiguer à ceux qui se lancent dans la rénovation, ce serait quoi? Ce serait, si la rénovation, elle a lieu euh, dans un lieu qui n'est pas à l'origine le vôtre, hein, si vous achetez une maison un petit peu ailleurs, ce serait, ou même quand c'est le vôtre d'ailleurs, même quand c'est votre lieu d'origine, ce serait de privilégier les artisans locaux, ceux qui habitent le village ou la ville, ceux qui sont sur place, pour 1000 raisons. La première, c'est que déjà vous vous installez dans un lieu et que c'est normal de faire travailler le tissu local, que les compétences, elles sont là depuis longtemps, que en plus de ça, il y a une sorte de gagnant-gagnant. La proximité, la personne va rester un petit peu, enfin si c'est un artisan du coin, il sera là, il va vous suivre, il va y avoir une relation qui va se nouer, se tisser, et donc une sorte de conseil qui sera là sur le long terme ou sur lequel vous pourrez compter. Et puis je trouve, voilà, comme je dis, logique de faire travailler le tissu local. Oui, puis il y a une connaissance des spécificités du bâti. Enfin, d'un Exactement. kilomètre à l'autre, des fois, ça peut tout changer. Enfin, ouais. Oui, voilà. Donc privilégier effectivement les ressources humaines locales. Très beau conseil. J'avais encore jamais eu celui-là, tu vois. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Céline, pour Merci ce à partage toi. d'expériences, de bons conseils. C'était très chouette. Merci à toi pour tes questions. J'espère que ça a répondu à comme tu voulais. Voilà. C'était parfait. Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de ceux qui nous écoutent, qui souhaitent se lancer dans la rénovation d'un gîte, d'une chambre d'hôte ou pas, que ce soit une rénovation pour soi. Enfin voilà, c'est toujours très enrichissant d'écouter les aventures et les expériences des autres, je trouve. Du coup, j'invite ceux qui auraient l'envie d'aller faire un tour en Provence, d'aller voir effectivement s'il y a des disponibilités chez Maison Mastrorélis. Peut-être pas pour cet été, mais probablement l'année prochaine. Ouais. Et puis venez nous voir aussi en hors saison, parce que le hors saison sur la Côte d'Azur, eh bien, c'est une saison magnifique. Sûr, tout à fait. Voilà. Enfin, en tout cas, il faut pas hésiter, si on a envie de vacances, à aller voir du côté de la Maison Mastrorélis. Je mettrai tous les liens en note de l'épisode. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Alison. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.